J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé et l'enseignement pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance. Bienvenue dans cette nouvelle aventure de votre émission Débat 24+. J'ai l'honneur, je vous la présenter. Merci aux internautes qui nous écrivent sur notre page Facebook, sur notre compte YouTube. Merci de vos commentaires très intéressants. Merci des observations, hein. On prend compte de ça. Merci aux amis qui nous suivent sur BlueSat TNT. Et bienvenue dans le compte de votre émission. Aujourd'hui, on va aborder plusieurs thématiques, mais qui vont être interchangeables. On va parler des questions passagères, hein. Vous allez découvrir cette rubrique. Questions passagères, on posera une question par rapport au jeu de la francophonie. On parlera de la question électorale. On parlera de la question notamment de la réhabilitation de Godin Poyi. On abordera la question du projet de développement de 145 territoires. Et enfin, on parlera de renouer avec notre destin des grandeurs, ce projet que propose Matata Mpogno Mapon. Et pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir dans ces studios, à ma gauche, M. Jojo Maele. Il est analyste politique, politologue de formation, à qui j'ai dit merci d'avoir répondu à notre invitation. Salutations, monsieur Henri. Salutations à tous les Congolais qui nous suivent de partout. Salutations à mon estimé considérable confrère Faustin Simanga, avec qui nous allons naviguer dans le monde des idées. Salutations à la première institution du pays, parce qu'il y en a seulement un seul, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Salutations aussi à M. Francis Munganga-Wessa, un Congolais qui se distingue parmi tant d'autres, avec son aspect les amis de Francis Munganga. Vous savez, j'ai toujours dit, lorsque nous avons une certaine connaissance, il faudrait que nous arrivions aussi à les transmettre. Et M. Francis Munganga, par le biais de son aspect, transmet cette connaissance avec les différentes formations gratuites à la jeunesse. Donc je suis en train de l'encourager pour ces gestes. Je pense que nous allons parler République, je pense que nous allons naviguer dans l'objectivité, et puis je pense que tout ce que nous allons dire comme raisonnement, comme proposition, va permettre à notre pays d'aller en avant. Et puis je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent et qui sont les abonnés ou les inséparables de cette chaîne C24. Merci beaucoup Faustin Chimanga. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de revenir sur votre beau plateau pour échanger autour des questions qui doivent sauver la République. Donc merci beaucoup. Merci à ceux qui nous suivent. Merci à tous les camarades du parti qui nous suivent. Je vois là, entre autres, les femmes dynamiques de la Ligue de femmes de notre parti. Je vois les jeunes, les cadres en général qui sont en train de nous suivre. Et ça sera un plaisir pour nous de pouvoir partager avec les Congolais les idées. C'est vrai que c'est un exercice difficile que je vous demanderai, mais votre caméra est juste là. Donc, la première question de notre entretien, comment est-ce que vous avez trouvé le 9e jeu de la francophonie? La question fondamentale est, quelle politique sportive mettre en place afin de pérenniser les infrastructures issues du 9e jeu de la francophonie? Je commence avec vous, M. Jojo Maele. Alors je pense que votre question, elle est une question entonnoir, hein, parce que vous embrassez la question de la politique sportive pour entretenir les infrastructures sportives, et de l'autre côté vous me posez la question pour donner mon impression par rapport au jeu. En tant que citoyen congolais. En tant que citoyen congolais, je suis très satisfait parce que vous savez, depuis la nuit des temps,
la République démocratique du Congo n'a jamais organisé un événement de haute envergure comme ça pour recevoir plusieurs États. La seule chose que nous avons pu organiser qui a impacté le monde, c'est les combats de la jungle, les combats Mohamed Ali et Foreman en 1974. Mais après 1974, le Congo vient d'organiser les Jeux de la francophonie. En amont comme en aval, il faudrait déclarer une sorte de victoire diplomatique parce que il y a eu plusieurs pays francophones et la République démocratique du Congo s'en est acquérie cette organisation. C'est pas donné à tout le monde. Au-delà de s'enquérir cette organisation, la République démocratique du Congo a mis en œuvre une certaine sérieuxité dans ce qu'il faisait. Et nous avons vu au sein de la population congolaise une euphorie totale. C'est pour la première fois que le Congolais s'initie en mettant de côté tout clivage politique. Très bien. J'ai vu les politiciens, les journalistes, j'ai vu les différentes provinces signer autour du jeu de la francophonie. Nous avons parlé francophonie. La francophonie a essayé de définir la question de la nation. Cette question de la nation qui se définit par l'effet d'une appartenance aux communes, cette volonté de toujours vivre ensemble. Alors la francophonie a accentué cette question parce que, vous savez, nous avons eu depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui la difficulté de construire une nation congolaise et la francophonie était un élément très important pour permettre que nous puissions avancer dans la construction de cette nation. J'ai compris, c'est pour moi la première fois de constater et de voir les Congolais être dans une sérénité totale. J'ai vu des parents amener des enfants au stade des martyrs, des enfants de 1 année, 2 ans, 3 ans. Ils étaient sereins de pouvoir faire confiance à un État qui pouvait organiser les choses, qui pouvait les assurer une sécurité. Parce que, vous le savez comme moi, partir au stade des martyrs avec des enfants, c'était chose impossible. Et je pense que j'étais très estomaqué par l'effet de voir cette organisation. Dans tous les plateaux où j'ai circulé, je n'ai pas voulu relever les défaillances, mais j'ai relevé le point positif pour montrer comment est-ce que le peuple congolais a accueilli positivement. Et du coup, comment dénions la question de toute sa subsistance? Quelle politique sportive mettre en place pour pérenniser ces infrastructures de la 9e région de la francophonie? Je pense qu'il faudrait partir dans la logique de créer des structures appropriées pour le maintien et l'entretien des différentes infrastructures. Très bien. Aujourd'hui, nous savons que pour maintenir ces infrastructures, il faudrait un suivi total. Et ce suivi ne doit pas se passer par les ministères des sports et loisirs, mais le ministère des sports et des loisirs doit déconcentrer son pouvoir en créant des institutions de maintien et d'entretien. Au-delà de ces institutions de maintien d'entretien, on doit vulgariser une politique de propriété et de pouvoir garder positivement les biens. Parce que cette politique-là va permettre à ce que on vulgarise que ce soit des publicités, qu'on vulgarise des messages dans les différents modes de communication, les réseaux sociaux, les médias, tous les médias, afin que le Congolais puisse avoir une mentalité de pouvoir mieux garder les choses. Je vous donne un exemple. Je vais conclure. Vous voyez par exemple, lorsque nous étions à Tata Raphaël, il y a des jeunes, après les matchs, ils avaient des chassés, des poubelles, en ramassant les immondices pour mettre dans ces poubelles pour aller jeter. Donc, les politiques se trouvent à des niveaux. Les politiques se trouvent au niveau de la personne qui est la population congolaise, une certaine vulgarisation, une certaine propager certaines communications, afin de permettre à ce que cette personne-là ait un lavage moral. Et la deuxième des choses, c'est créer des institutions appropriées, des institutions spécifiques pour le maintien et l'entretien de ces Merci beaucoup pour cette première prise de parole. Je reviens à vous, M. Faustin Tshimanga. Plusieurs compliments à l'endroit du chef de l'État et tout son comité pour l'organisation de 9e de la francophonie, considéré par certains comme étant une réussite, et l'ambiance était au comble. Mais la question fondamentale demeure celle de savoir comment mettre de politique
sportive en place afin de pérenniser les acquis de 9e budget de la francophonie? Si dans le fond de votre question, je vois là l'inquiétude de l'après. Tout à fait. Et pendant qu'il y avait le jeu, l'inquiétude de l'après planait sur les Congolais. Parce que nous savons qu'il y a eu feu d'artifice, il y a eu beaucoup de photos qui étaient des belles photos, justement parce qu'il y avait des lumières et des jeux de lumière qui pouvaient produire des effets positifs sur nos appareils photo. Donc c'est ce qu'on a vu. Et donc l'après inquiétait justement parce que cette réussite des façades repose sur... Elle est des façades? Non, mais laissez-moi évoluer. Cette réussite des façades, cette réussite sur les photos repose sur une fragilité des structures internes de gestion. Et vous allez voir que s'il y a inquiétude aujourd'hui sur la gestion de l'après, justement parce qu'on sait tous qu'il n'y a pas une structure solide de l'État qui permettra à ce que les acquis de jeu de la francophonie puissent être pérennisés. C'est comme ça qu'il y a inquiétude. La preuve, on en parle aujourd'hui sur votre plateau. Il y a eu une certaine récupération politique des jeux de la francophonie. C'était inédit. Il y avait la politique qui planait sur chaque discipline et sur chaque lieu où étaient organisés les Jeux de la francophonie. On a vu d'une manière inédite le président de la République remettre les médailles. Moi, je suis quand même depuis un certain temps les Jeux de la francophonie. J'ai jamais vu ça. En tout cas, un chef d'État qui a remis les médailles, j'ai jamais vu ça. C'est une première pour l'histoire. Pour l'histoire des Jeux de la francophonie. Okay. Et pourquoi ça? Parce qu'il y avait une certaine volonté de pouvoir surfer sur l'actualité, puisqu'on a offert ça aux Congolais comme un divertissement qui devait les désorienter des questions qui sont censées être les questions principales. Entre autres, l'organisation des bonnes élections, on va en parler. Très bien, on va en parler. La bonne gestion de la République. Et vous comprenez là qu'aujourd'hui, après les divertissements, on se pose des questions, comment vont être entretenus? Parce que nous ne savons pas. S'il faut proposer quelque chose, je miserai sur le leadership et la gouvernance de qualité, et je sais que ce n'est pas possible avec ces gouvernements actuels. Et vous comprenez que là, le jeu de la francophonie, certes, ça produit des belles images, ça produit l'attractivité autour du pays, c'est une bonne chose, mais il y a eu beaucoup d'organisations dans ce pays. Depuis le début du quinquennat du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous allez remarquer qu'on a organisé plusieurs activités à caractère régional et international. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu beaucoup de sommets, nous avons eu beaucoup de conférences et des forums. Les forums sur la paix, les forums sur l'énergie, les forums, il y a beaucoup de forums. Très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Et c'est comme ça que l'inquiétude de l'après plane sur la tête des Congolais, justement parce que, je crois que vous me coupez la parole, autant de temps qu'il faut débattre. Donc, vous comprenez là que la fragilité de l'après, aujourd'hui, plane. Après les belles images, après tout ça, on se pose la question, est-ce que le Tata Raphaël qui a été repeint va garder sa peinture? Et vous, la réponse est non, parce que le leadership et la bonne gouvernance ne sont pas au rendez-vous. Donc la réponse est non, parce qu'on ne voit pas comment les gouvernants actuels vont mettre des structures en place qui pourront permettre de pérenniser la peinture qui a été repeinte sur le stade. Je vous apporte de l'eau au moulin en passant rapidement. C'est une question, c'est pas une pointe, je passe rapidement. Est-ce que pour vous, les Jeux de la francophonie ont été une réussite ou... Mais vous savez, j'ai dit... Vous prenez par oui ou non ça... mais vous comprenez, c'est compliqué de dire oui ou non. Mais parce que vous qualifiez d'une réussite des façades. Vous voyez, pourquoi je dis des façades? Quand on parle des réussites, quelle image on nous montre? On nous montre les images des Jeux des Lumières au stade. Ça, on l'a vu. Les Jeux des Lumières qui ont été organisés et mis en place par une société française. Vous comprenez, la société française s'est occupée d'installer les Jeux des Lumières. C'était une réussite pour vous. D'organiser. À votre avis, une réussite? D'organiser. Quand vous branchez les Jeux des Lumières pour que ça puisse balancer sur les stades, bien sûr que ça va être... Mais vous ne répondez pas à la question. Mais bien sûr, aujourd'hui... Une réussite ou pas, au fait? Si on est sur votre plateau et qu'on peut être bien éclairé et qu'il y a des belles images, c'est justement parce qu'il y a des lumières. Et la réussite était au niveau de ces lumières-là. La société française qui a installé a bien installé... La réussite au niveau de l'organisation, ça pose problème ou non, mais vous savez, il faudrait qu'on puisse regarder de près l'organisation de ces Jeux. Très bien. Et moi, j'aimerais que le ministre de la Communication, pour ne pas le citer, le monsieur Mouyaya, qu'il revienne pour faire un bilan. Et les bilans chiffrés, combien a été dépensé? Qu'est-ce qui a été fait?
Et ça, c'est ça la réussite. Nous n'allons pas dire que ça a réussi. Cette condition-là, qu'on peut dire que ça a réussi ou pas. On ne peut pas se dire que bon, parce qu'il y a eu de belles photos, qu'il y a eu une réussite. Merci beaucoup. Monsieur Doudou Mayele, une réaction par rapport à cette intervention de Monsieur Faustin Timara, qui ne donne pas sa position par rapport à la réussite ou pas du jeu de francophonie, estimant que la pérennisation de ces infrastructures dépendrait d'un très bon leadership et d'une bonne gouvernance qui ne sont pas malheureusement au rendez-vous, à son avis. Et vous avez une réaction par rapport à ça? Oui, j'ai une réaction. Avant de passer à un autre sujet. J'ai une réaction. Je pense que mon frère qui est de l'autre côté idéologique que moi, qui est de l'opposition, n'a pas reconnu les mérites des autorités de la République. Non, mais il attend qu'un bilan soit fait par Patrick Mouillard. Non. Un bilan chiffré, cela relève des autorités. Mais lui, étant que citoyen, il a donné des avis négativistes, j'ai compris. Parce que quand tout le monde dit rouge, l'opposition au nom du clivage politique dit noir. Alors, la première question, il dit, il n'a jamais vu les chefs de l'État remettre, au Jeux de la francophonie, les chefs de l'État remettre une médaille. Mais les Jeux de la francophonie, c'est un événement culturel. Naviguons dans d'autres événements culturels où les chefs de l'État, les membres du gouvernement remettent aussi les médailles. Ce n'est pas une chose qu'on doit s'atteler et s'éterniser. C'est non plus une infraction. Il y a une violation. Il y a une loi de la République qui interdit aux chefs de l'État de remettre les médailles. Les chefs de l'État, c'est lui la première institution. Si cette journée, il se trouve dégagé, il veut participer. Très bien, pour vous, c'est passable. On peut évoluer. C'est passable. La deuxième des choses, il dit que les Jeux de la francophonie a été offerte à la République démocratique du Congo comme cadeau pour divertir le peuple congolais, afin de les embrouiller. Voilà des questions sensibles. Des questions sensibles, cher monsieur. Je pense que ça, vous allez trop loin. Déjà, il faudrait savoir, les Jeux de la francophonie qu'a organisé la République démocratique du Congo a été retiré du Canada. Le Canada avait abdiqué, avait abandonné, et la RDC avait pu postuler. La RDC n'était pas seule. Vu l'argumentaire des diplomates congolais, on a pu remettre ces Jeux à la République démocratique du Congo. Je pense que quand il y a des Jeux de la francophonie, c'est au-delà de la question du divertissement. Ça montre aussi la maturation d'un État. Parce que nous avons accueilli plus de 3500 athlètes. Ça montre combien... Plusieurs nations. Et ça, c'est aussi un échange culturel entre, certes que les nations parlent français, mais nous découvrons aussi ces nations-là. Il y a certaines nations où les relations diplomatiques étaient un peu éloignées, mais grâce au jeu de la francophonie, vous allez comprendre que les nations comme le Vietnam... il y a certaines nations que j'ai oublié les noms, mais je vais citer. Il y a des nations où peut-être nous avons... qui sont en guerre, des nations que nous avons vues de loin. Mais grâce, ils ont aussi découvert... J'ai vu des Françaises dire que c'est pour la première fois qu'ils arrivent au Congo et ils avaient une image péjorative de la République démocratique du Congo. Le Congo a pu se faire découvrir par le jeu de la francophonie. Il y a encore une étude comparative qu'il a fait. Je pense que c'est une métaphore qu'il a employé pour parler des sommets de paix, des sommets sur l'environnement et le climat. Mais on ne peut pas employer cet angle par rapport à l'angle de la francophonie. Lorsqu'il y a des sommets de paix sur la paix, les sommets des chefs de l'État qui viennent sur les questions économiques, ils ne viennent pas par des infrastructures qu'on doit construire plutôt. Ils viennent participer dans ce sommet avec des infrastructures que la République démocratique du Congo a. Ouais. Ça, c'est une différence. Et puis, ce sont des sommets à caractère politique ou économique. Alors, ici, c'est un sommet ou un événement à caractère culturel qui, dans sa dimension de contenu, et il y a le sport, et la RDC était en carence d'un argumentaire sportif. Il a fallu construire un argumentaire sportif, une gibecière sportive pour permettre à ce que ces personnes-là arrivent en bonne et due forme. Alors, lorsqu'il parle de la réussite en façade, je pense que dans toute organisation, il y a toujours une dose artificielle qu'on ajoute. Pour lui, la dose artificielle qu'on a ajoutée, les lumières qu'on a ajoutées, ça c'est une réussite en façade. Mais moi, depuis que je suis né, c'est pour la première fois que je vois le football s'est joué pendant la nuit au stade Tata Raphaël. Là aussi, c'est une réussite en façade.
Très bien. Vous voyez, il doit me dire. Je sais que Faustin Chimanga réclame aussi la parole. Tata Raphaël, il y a eu des matchs qui se sont joués à Tata Raphaël. La nuit, très bien. Il y a eu les matchs de basket qui se sont joués la nuit, le JD qui s'est fait la nuit au stade des Martyrs. Là aussi, c'est une réussite en façade. Très bien. Je pense qu'aujourd'hui, le Congo a réussi. Les médias internationaux étaient braqués sur la République démocratique du Congo. Ils n'ont pas parlé péjorativement de la République démocratique du Congo. Pourquoi nous-mêmes, Congolais, voulons-nous parler négativement de ce qui a été Je lui accorde la parole rapidement avant de passer à une autre thématique de notre émission aujourd'hui. Monsieur Faustin Chimanga, vous êtes en train de hocher la tête. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que... Est-ce la symbolique d'être d'accord avec ce que M. Didoumaïl a dit ou vous avez... Mais vous savez, la question n'est pas d'être d'accord ou d'être pas d'accord. Et les Congolais expriment ses avis et ceux qui nous suivent tirent des conclusions. Très bien. Et tirent quelles conclusions en le suivant? Ou en vous suivant aussi. Ah ben bien sûr. Le suivant, on tire des conclusions que on est aujourd'hui réduit à se contenter des miettes. Si on s'est dit, c'est parce qu'on est en train de jouer sur un stade de football avec la lumière, ça veut dire que c'est une réussite. Ça devrait nous faire honte de nous présenter comme ça. Parce que moi, je joue tous les jours avant la francophonie, après 20h, sur un terrain de foot éclairé. Et ceux qui suivent, c'est pas pour faire la publicité. Si vous êtes à la Gombe, vous pouvez jouer. Je vais citer 3 pour ne pas faire la pub. Vous êtes à Ultra, vous êtes à la tenue de la Gombe, vous êtes à Lisanga. C'est pas pour faire la publicité. Vous comprenez que c'est normal. Pour certains Congolais, c'est normal que le football se joue la nuit. Et il ne faudrait pas dire que c'est une réussite parce qu'on arrive à jouer la nuit. Et pourquoi on me présente ça comme une réussite? C'est parce que justement, il n'y a pas eu d'interruption de courant. Mais nous savons tous que tous les athlètes ont joué sous groupe électrogène. Vous comprenez, on aurait bien voulu que la SNEL aussi puisse bénéficier des acquis de la francophonie. C'est-à-dire qu'on arrange des cabines électriques, on électrifie les à côté. Et si vous voyez même les images qui sont filmées en drone, vous allez voir les stades de matière éclairés, mais tout autour, c'est du noir. Pourquoi? Parce que les Congolais n'ont pas reçu d'électricité pendant les Jeux de la francophonie. Les stades étaient utilisés les groupes parce qu'on ne voulait pas donner une mauvaise image de coupure du courant. Très bien. Ils ont été malins. Eh bien, salut à eux, ils sont malins, ils font croire aux Congolais qu'il y a la réussite parce qu'on a eu des lumières au stade de Martyrs. Ça devrait nous faire honte. Eh bien, on est réduit à se contenter des miettes et les Congolais veulent autre chose. Les Congolais veulent de la grandeur et la grandeur vient avec un leadership et une gouvernance de qualité. Et vous allez le comprendre tout au long de l'émission. N'allons pas nous éterniser sur cette question passagère sur le jet de la francophonie. Mais le plus important, c'est que les autorités de Kitel prennent des mesures d'idoine afin de pérenniser ces infrastructures qui nous ont coûté beaucoup d'argent. Et je crois que ça sera un mécanisme pour permettre à nos athlètes d'avoir beaucoup de performances. Alors, question électorale, audit du fichier électoral, la CENCO et l'ECC demandent l'audit du fichier électoral. La question divise la classe politique congolaise. Je vais commencer avec vous, M. Faustin Chimanga. Est-ce que cette proposition de la CENCO et de l'ECC est-elle une proposition opportune au moment où la CENI a déjà franchi plusieurs étapes, notamment la convocation de l'électorat pour la députation nationale, déjà provinciale, déjà fait. On attend la publication de liste définitive pour l'électorat national. Est-ce que cette question est-elle opportune? Mais vous savez, cette actualité-là... À ces stades. Ouais, à ces stades, cette actualité-là donne les pouls de la situation politique en RDC. Et on peut offrir... Vous comprenez que là, on est en plein dedans à l'après la francophonie. Ouais. On peut offrir les divertissements. Ça ne va pas nous faire oublier les questions essentielles de la République. Ça veut dire que notre société soit paisible et que nous puissions organiser les élections d'une manière paisible. Et la question, elle était passagère, tout comme l'événement est passager aussi. Vous comprenez que pourquoi vous avez mis ça dans la question passagère? Parce que vous avez certainement compris, éclairé par l'intelligence de la rédaction, que la question de la francophonie, certes, ça a été bien, ça nous a émulé pendant une certaine période, mais maintenant, on est en plein dedans. Nos réalités nous rattrapent. La question des élections est sensible. Il faudrait l'aborder avec beaucoup de sagesse en ce moment. S'il y a les uns et les autres qui estiment que les élections doivent être organisées d'une manière paisible, crédible et transparente, c'est justement pour éviter les contestations qui peuvent finir en sang après les élections. Donc il faut être prudent.
la position de mon parti politique, le Leadership et Gouvernance pour le Développement, a toujours été claire. Nous participons aux élections. La preuve, à tous les niveaux, nous avons présenté des candidatures. Au niveau de la députation nationale, on a plus de 300 candidatures. Donc, on est sur les listes provisoires de la CENI comme parti politique qui va conquérir aux élections. Au niveau des députations provinciales, nous sommes en train de déposer nos listes. Au niveau de la présidence, ce n'est un secret pour personne. Augustin Matata Mapon est candidat du LGD et les candidats que les Congolais veulent voter. Vous comprenez là que si il y a le bord politique qui exprime une certaine volonté de pouvoir faire auditer les fichiers électoraux, il faudrait que le président de la CENI puisse éviter la discréditation du processus. Si on a déjà reporté la publication de la liste provisoire des candidats alignés, il y a déjà un petit problème. Non, mais on fait le toilettage pour avoir une très bonne version. Mais voilà, c'est de la même façon qu'on voudrait aussi qu'on fasse le toilettage du fichier électoral. Vous comprenez? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a un secret forcément pour qu'on puisse permettre aux uns et aux autres de participer aux élections en sachant qu'on est en train d'aller avec les cartes distribuées de la même façon. Très bien. Nous, on est pour les élections. On veut aller aux élections. Nous sommes dans le processus électoral. Vous êtes prêts pour les élections? Nous sommes très prêts. La preuve, nous avons présenté nos listes. La preuve, nous avons un programme aujourd'hui renouer avec notre destin de grandeur. C'est ça le programme du candidat Augustin Matata Mapon. Donc nous, on est prêt à aller aux élections. Mais ce n'est pas pour autant que nous n'allons pas vouloir les élections crédibles, démocratiques et apaisées. Merci beaucoup, M. Faustin Tshimanga. Matata Mponyo est tout à fait d'accord pour les élections dites crédibles et transparentes. La CENI présente cette volonté d'organiser les élections dans les temps. Je reviens vers vous, M. Jojo Mayele. Est-ce que c'est que l'ECC et la CENCO demandent à la CENI, est-ce l'impossible à votre avis? Est-ce que l'ECC demande la chose impossible à la CENI, un audit fichier électoral? Alors il faut partir d'une approche fonctionnelle ou organisationnelle, structurelle fonctionnelle pour comprendre la question de la CENI. Pourquoi je parle dans cette approche-là, plutôt? Parce que ici nous faisons face aux structures qui ont différentes attributions au sein de la société. Ce sont des confessions religieuses. J'ai dit, nous parlons des différentes structures. Lorsque vous parlez de la CENI, lorsque vous parlez des confessions religieuses, il faudrait commencer à définir les cadres dans lesquels ils sont en train d'agir. Mais la première des choses, j'ai dit à mon frère, lorsque je parlais des stades Tata Raphaël, c'est que cette question s'est mariée avec son argumentaire lorsqu'il dit que l'organisation était des façades. Pour lui dire que ce n'était pas des façades. Très bien, au moins on a joué. Alors, ce n'est pas aussi un fait inédit, mais passons à DP juin. Alors, l'ECC et la CENCO. Alors, vous allez comprendre, l'ECC, c'est l'église protestante. La CENCO, conférence épiscopale nationale, qui réunit les évêques. Alors, ce sont des structures à caractère religieux. Ce sont des structures de la société civile. Alors, nous avons une organisation ou une instance particulière qui organise les élections. Lorsque vous lisez la Constitution dans son article 211 et la loi portant fonctionnement de cette institution CENI dans son article 9, on nous donne les différentes missions de la CENI. La CENI a pour mission principale d'organiser le processus électoral et toutes les questions qui sont relatives, de traiter toutes les questions qui sont relatives aux élections. La question de l'audit ne relève pas d'une structure à part entière qu'est la CENI. C'est une question, quel que soit le choix de la structure ou quelles que soient les prestations intellectuelles, comme l'a fait, ne relève pas d'un choix d'un corps étranger, d'une structure étrangère, mais relève du choix de la CENI. Parce que il revient à la CENI le monopole d'organiser le processus électoral. La CENI, dans ses missions, fait un choix d'une prestation intellectuelle. La prestation intellectuelle, il fait appel à une candidature. Il y a plus de 200 personnes qui vont postuler et il va retenir 3 Congolais, un Malawite et un Sud-Africain. On va faire l'audit des fichiers. Lorsqu'on fait l'audit des fichiers, il y a des résultats. Les fichiers, selon ces experts-là, étaient crédibles pour aller aux élections. Les CC et la CENCO viennent. Ils réclament qu'on puisse réauditer
auditer Voilà. le fichier électoral. La question qu'il faut se poser, les CC et la CENCO sont-ils des parties prenantes aux élections? Non, actuellement non. Parce que les parties prenantes, ce sont les personnes qui compétissent directement aux élections. À quel moment les CC et la CENCO peuvent intervenir? Ils vont intervenir au moment où on doit observer les déroulements du vote. Et ça s'est fait sur demande de cette organisation, soit les CC, soit la CENCO, 15 jours avant les scrutins proprement dit. Mais actuellement, nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau. Donc, pour voir que la démarche de l'ECC et la démarche de la CENCO, c'est une démarche qui est biaisée. Alors, il y a une autre démarche qui relève des partis politiques et des blocs de Lubumbashi, dont mon frère et son leader politique font partie. Ils ont demandé un moment à ce que l'OIF puisse auditer ces fichiers. L'OIF, c'est une organisation qui est internationale, l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, il ne relève pas aussi à une opposition quelconque ou à une bloc de l'opposition d'éditer à la CENI une certaine orientation pour opter sur une organisation internationale ou sur une prestation intellectuelle. Étant donné que la CENI a fait déjà lancer cette demande. Il revient à la CENI. Et puis, une question qui est très majeure. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'audit du fichier électoral. Il faudrait signaler, c'est que l'audit du fichier électoral ne relève d'aucune légalité. L'audit du fichier électoral, c'est une question du bon sens, afin de mettre tout le monde à l'aise. La CENI pouvait aussi outrepasser cette question, l'audit du fichier électoral, et on pouvait avancer aux élections. Parce que nous avons les élections actuellement dans notre pays est régies par un cadre juridique que nous appelons la loi électorale. Alors, si vous naviguez dans cette loi électorale, vous feuilletez du début jusqu'à la fin, il n'y a aucun article qui énoncera ce que, après les opérations d'enrôlement, il revient à la CENI de faire un audit externe. L'audit interne, c'est fait déjà par elle-même, la CENI. Mais c'est une question pour essayer de mettre tout le monde d'accord, très bien. Pour mettre tout le monde d'accord et à l'aise. Alors, je pense que les CC et la CENCO, la chose à faire, c'est que ils doivent rentrer dans leur mission traditionnelle. C'est quoi la mission de l'Église? C'est quoi la mission de la CENCO? À moins que on puisse changer les statuts de la CENCO et de l'ECC. Là, je comprendrai. Il faut que les hommes d'église restent dans, à moins que dans les temples. Oui, je vais comprendre à ce que aujourd'hui la CENCO veut devenir partie prenante des élections. L'ECC aussi veut devenir partie prenante des élections, qui deviennent des mouvements politiques ou des partis politiques. Là, au moins, on sera sur le même terrain, portant le même gant, afin de exactement. Je vais vers vous, M. Faustin Chimanga. La démarche, elle est biaisée, à votre avis? Mais vous êtes prêt pour les élections? Mais vous savez, laquelle des démarches est biaisée? La démarche est de demander un second audit du fichier électoral. Mais vous savez, je ne dirai jamais que la démarche est biaisée. Aucun Congolais, s'il prend une démarche, on devait la qualifier de biaisée. Non. Mais la démarche que tout Congolais peut pouvoir faire, qu'il soit parti politique ou pas, pour permettre à ce que nous puissions avoir des élections crédibles, démocratiques et apaisées, et une bonne démarche. Est-ce que, à votre avis, les hommes d'église, les hommes de Dieu ont dépassé le seuil? Non, mais vous savez, il ne faudrait pas les appeler les hommes de Dieu. Ils ne sont pas en train de s'immiscer dans les confessions religieuses. Ils ne se mixent pas. Il ne faudrait pas s'allier à l'église, pour ne pas parler, reprendre votre expression, les hommes de Dieu. Je trouve ça un peu péjoratif. Qu'est-ce qui se passe? Avant que l'actuel président puisse être à mesure d'arriver au pouvoir dans les conditions que nous tous nous connaissons. Vous parlez de Tshisekedi? Oui, bien sûr. Nous tous qui nous connaissons, il y a eu les CC, les hommes d'église, il y a eu la CENCO, les hommes d'église, qui ont fait en sorte que la société puisse migrer vers ces conditions qui ont permis à ce que le président actuel puisse avoir le pouvoir. Donc la CENCO et l'histoire de l'UDPS et du président de la République sont liés. Il ne faudrait pas que quand ça arrange certains acteurs politiques, qu'on puisse commencer à jeter en pâture la CENCO. Non. Si aujourd'hui on nous dit que la CENCO n'est pas partie prenante, oui, c'est vrai, la CENCO, ce n'est pas un parti politique. Par rapport à sa structure. Mais dire que ce n'est pas un parti prenante, c'est omettre l'histoire.
dans le processus de désignation du président de la CENI, la CENCO a intervenu, les CCA a intervenu. Donc les confessions religieuses, c'est eux qui sont censés donner à la CENI son président. Et vous ne l'avez pas oublié. Vous parlez de l'histoire en choisissant les partis qui vous arrangent. Aujourd'hui, on est quand même choqué qu'on puisse tenter de pouvoir diluer la démarche de la CENCO. L'Église a participé à la construction de la paix dans ce pays. Ouais. On ne pouvait pas être dans la paix aujourd'hui sans l'apport de l'Église. Et il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, parce que l'Église prend des positions qui ne sont pas forcément dans les sens de la volonté de tout patrouiller les élections. Mais les confessions religieuses ne sont pas... En fait, elles sont partie prenante, mais pas de façon tout entière aussi. Non, mais ils sont dans le droit de pouvoir émettre leurs avis sur un processus sur lequel va dépendre la vie des Congolais et la vie de la nation. Ils sont dans cette obligation-là. Parce que comme tout Congolais a le droit de pouvoir surveiller les élections. C'est comme ça que nous, on est dans le processus parce qu'on a compris la stratégie de l'Union dite sacrée. C'était de pouvoir pousser les acteurs dehors. C'est comme ça que nous, on n'est pas là pour faire la politique de la chaise vide parce qu'on est des leaders. Et les leaders savent occuper le terrain même quand c'est un terrain piégé. Nous savons que l'Union dite sacrée a piégé la CENI pour qu'à un certain moment, ils puissent patrouiller les élections. Nous les savons. Pourquoi ça, c'est votre évangile. Non, mais en fait, pourquoi nous partons dans le processus? Parce qu'on est en train de mettre des mécanismes de surveillance. Et les Congolais vont surveiller. Et le président Kadima, même s'il avait mis en place un lit pour offrir un deuxième mandat au président Tshisekedi, il ne va pas pouvoir, parce qu'on va les défaire. Pourquoi? Les Congolais vont surveiller. C'est comme ça que nous, l'opposition, qui est sérieux dans la logique de pouvoir représenter les peuples, nous avons décidé de pouvoir aller aux élections. Nous avons présenté nos listes. Parce qu'ils nous ont donné un délai en pensant qu'avec ces délais-là, ils ne vont pas pouvoir atteindre les seuils. Ils ont été surpris. Nous, dans certaines circonscriptions, on a déposé nos listes avant même certains partis politiques de l'Union dite sacrée. Parce que nous sommes préparés. Très bien. On se prépare. On se prépare. Nous sommes prêts. Les candidats qui sont sur les listes du LGD sont des candidats de qualité. Ils ont les députés ou les candidats députés de l'Union dite sacrée auront du mal à battre nos candidats. Merci. C'est le résultat. C'est le résultat du leadership et de la gouvernance de qualité. Très bien. La préparation, c'est celle-là. Il y a un programme, il y a une vision et il y a un capitaine qui conduit le bateau LGD. C'est Matata. Vous m'avez pris à mot, mais je disais que ce sont les résultats de la CENI à la fin qui vont nous démontrer que les candidats députés de l'Union dite sacrée et les candidats députés de LGD, lesquels candidats vont prendre... c'est comme ça qu'on veut que la CENI puisse assurer la crédibilité. Parce que s'il y a crédibilité du processus, croyez-moi, l'Union dite sacrée aura 20 députés. Très bien. Réhabilitation de Godem Poyi par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. La Cour constitutionnelle a donné sa position, les conseils d'État aussi, mais ça se raconte, ça se discute, cette décision est devenue comme une pilule amère que les députés qui ont fait partie, Godem Poyi, du perchoir de l'Assemblée provinciale, n'acceptent pas. Le bureau réfute cette décision. On va revenir sur ces reportages réalisés lors du dépôt de la motion de défiance contre Godem Poyi. Voilà justement. Le rapporteur est en train de filmer ça. Le dépôt de la motion de défiance initiée par le député Mbonzi Wambonzi se déroule sous une forte tension. Cet élu dénonce la mégestion au niveau de l'APK. Lors de la dernière plénière, je m'adressais au bureau du haut de cette même tribune pour constater avec vous que le bureau n'avait plus le cœur à l'ouvrage, que le bureau ne prenait pas à cœur ce travail et que les missions lui assignées n'étaient pas observées, moins encore atteintes. Nous sommes au dernier virage de la législature, honorable président, distinctement de bureau. Avis partagé par les députés Samuel Kalonji, qui dénonce une prétendue dynamique qui soutiendrait l'exécutif provincial et s'en prendrait à Godem Poyi, le président de l'APK, qui est visé par une... Voilà justement. Le rapporteur est en train de filmer ça.
Le dépôt de la motion de défiance initiée par le député Mbonzi Wambonzi se déroule sous une forte tension. Cet élu dénonce la mégestion au niveau de l'APK. Lors de la dernière plénière, je m'adressais au bureau du haut de cette même tribune pour constater avec vous que le bureau n'avait plus le cœur à l'ouvrage, que le bureau ne prenait pas à cœur ce travail et que les missions lui assignées n'étaient pas observées, moins encore atteintes. Nous sommes au dernier virage de la législature, honorable président, distinguement de votre bureau. Avis partagé par les députés Samuel Kalonji, qui dénonce une prétendue dynamique qui soutiendrait l'exécutif provincial et s'en prendrait à Godem Poyi, le président de l'APK, qui est visé par une motion de défiance. Nous avons fait le nécessaire pour nous, mais sinon, à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, nous avons trouvé le plus grand blocage, c'était les dynamiques Chantini Ngobila. Même les Kinois savent qu'à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il y a eu une dynamique Ngobila qui a bloqué la machine et on ne pouvait pas aller au-delà. Parce que honorable, à l'Assemblée provinciale, à l'Assemblée, dans toute assemblée, c'est la majorité qui conduit les affaires. Voilà. Nous nous sommes retrouvés dans la minorité et nous nous contentons de faire notre politique avec la minorité jusqu'à ce que ceux-là qui sont dans la majorité puissent comprendre que nous avons une mission et notre mission c'est de pouvoir légiférer et de contrôler. Signalons qu'au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les agents administratifs et assistants parlementaires réclament des arriérés de 18 mois auprès du bureau de l'organe délibérant. Voilà, on revient sur ce plateau avec cet élément. Beaucoup de révélations dans ces reportages entre ces bras de fer entre Godem Poyi et Chantini Ngobila. Certains qualifient de ces bras de fer de guéguerre privée que des acteurs politiques amènent au sein des institutions. Ma question est celle de savoir de façon passagère, est-ce que nous sommes en train d'assister au triomphe d'une décision politique sur celle judiciaire? Vous avez là la preuve qu'il y a manipulation de la justice dans ce pays. Non, mais ça, c'est vous qui le dites. Ouais, mais en fait, c'est mes mots. C'est votre évangile. Mais en fait, il y a manipulation. C'est qui ne reflète pas la réalité. Judiciaire. Bon, je pense pas que c'est à vous de dire que ça ne reflète pas la réalité. Ouais, c'est votre évangile. Mais en fait, laissez-moi parler, vous allez comprendre que j'ai totalement raison en disant qu'il y a manipulation de la justice dans ce pays. La preuve, on a là une guerre intestine, union sacrée, de deux personnalités des lignes dites sacrées qui sont en train de se tirer à boulet rouge, justement parce que ils ont été heurtés à celui qui va pisser le plus loin. Ils jouent à qui pisse le plus loin. Et là, visiblement, les Congolais n'ont pas besoin de ça. C'est pour ça que les Congolais ont vivement besoin d'élections pour permettre à ce que ceux qui sont experts en manipulation de la justice ne puissent pas gouverner l'État ou gérer la ville. La ville de Kinshasa doit être prise au sérieux. C'est une ville des institutions. Il ne faudrait pas qu'on puisse assister, malheureusement, à celui qui on appelle... c'est celui qui devrait être qualifié d'homme d'église plutôt que la Cinco. Vous comprenez qu'il y a des personnes qui sont venues au pouvoir ou qui ont pu recevoir les mandats de la République, mais ils utilisent ça d'une manière les plus abusive possible. On ne devrait pas, dans un État que nous voulons des grandeurs, assister à ça. Il faut avoir des postures dignes des hommes d'État. Et ce que nous sommes en train de voir là doit se terminer. Et les Congolais n'ont pas besoin de ça. Très bien. Monsieur Jojo Mayele, est-ce que nous sommes en train d'assister au triomphe d'une décision politique sur celle judiciaire? Est-ce que c'est la démonstration des guéguerres privées qu'on amène au sommet des institutions? Je pense que dans la dynamique où il faudrait rétablir l'ordre au sein de la société, lorsqu'il y a des bavures, lorsqu'il y a des contentieux, les instances judiciaires sont là pour dire le droit. Les droits n'a pas de clivage, les droits n'a pas d'appartenance, mais les droits est objectif. Elle est dans les faits. Il est plutôt dans les faits. Je pense que aujourd'hui, avec la Cour d'appel, avec les conseils d'État, vous allez savoir déjà, lorsqu'il y a des contentieux à caractère administratif, des contentieux à caractère des compétences, il revient au Conseil d'État de pouvoir dire un mot
il revient à la cour d'appel de pouvoir dire un mot. Et je pense que si on a amené ces litiges dans ces différentes juridictions, c'est parce que on a cadré la question. C'était une question, il semblerait que c'était une question des compétences, et c'était une question où cette personne-là, M. Godin Poyi, a été déchu d'une manière biaisée. Parce que, vous savez, lorsque vous commencez à rentrer en arrière sur cette question, M. Godin Poyi avait écrit une lettre pour demander un congé sanitaire, et c'est sur base, après cette lettre-là, qu'il a été déchu. Donc la procédure n'a pas été respectée. On ne peut pas déchoir une personne qui a demandé un congé, surtout par les médecins. Moi, je vais rester plus dans ces niveaux. Mais lorsque mon frère dit que l'Union Sacrée aurait piégé la CENI, j'étais en train de réfléchir dans quel contexte l'Union Sacrée aurait piégé la CENI. N'allons pas revenir sur non, je ne rentre pas. Est-ce qu'on peut évoluer? Je suis juste dans mon temps d'antenne pour dire que l'Union Sacrée est aussi partie prenante comme les LGD. Mais je pense que d'une manière indirecte, mon frère a désavoué leur partenaire qu'on appelle M. Martin Fayoulou, parce que lorsqu'il dit une opposition sérieuse qui va aller aux élections, une opposition sérieuse qui a accepté de continuer avec le processus électoral, je pense que de l'autre côté, ils sont des moins sérieux, ce sont des personnes qui ne sont pas crédibles. Ça, son analyse à vous. Hein, je pense, je suis entré dans l'esprit de son discours, parce qu'il a dit les faits qu'il continue le processus électoral. Il a prononcé dans sa bouche qu'ils sont sérieux, c'est pourquoi il continue le processus électoral. Donc les gens qui n'ont pas voulu continuer le processus électoral, M. Martin Fayoulou, il n'est pas crédible. Ils ont désavoué M. Fayoulou, et je pense qu'une alliance avec la Kabylie aussi, ce ne sera pas possible. Alors, je pense que les instances juridictionnelles ont fait leur travail. Je reste dans ça. Quand le droit est dit, et qui suis-je pour contredire avant M. Faustin Chimanga souffrait que l'on suive la position du député provincial Sami Kalonji, qui estime qu'il y a une jurisprudence en cette matière et qu'il y a possibilité qu'une décision politique prenne le devant d'une décision judiciaire. On l'écoute. Il n'y a pas une décision judiciaire qui peut être plus forte, mais sinon, c'est la décision politique qui a de la place dans cette matière. Pourquoi je l'ai dit? Parce que la même justice, nous avons été devant cette justice, toujours dans les mêmes dossiers contre Godin Poyi, où le vice-président avait présidé une réunion en violant le règlement intérieur de notre assemblée. Nous avons saisi la justice qui nous a débouté pour nous dire que c'est un acte d'assemblée, et l'acte d'assemblée n'a pas de recours devant les instances judiciaires. Le même cas avec Néron Mboum, déchu par l'assemblée provinciale, la cour a rejeté pour dire que c'était un acte d'assemblée. La même chose, une résolution de l'Assemblée qui déchoit un président de l'Assemblée provinciale ne peut pas faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel. C'est la loi et c'est le droit. Cette décision de la cour, elle est irrégulière, elle est illégale. Et nous disons que c'est la majorité qui avait élu Godin Poyi, qui l'avait placé comme président. Et c'est cette même majorité qui s'est décidée contre Godin Poyi. Il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas la justice qui peut imposer à la majorité un président qui n'a pas la confiance de la majorité. C'est vraiment impossible. Raison pour laquelle je vous dis qu'il n'y a pas de suspense. L'intérim dont il est question est assumé par Chibalabala sur base de notre règlement intérieur qui prévoit que dès lors que le président est déchu, c'est le vice qui doit assumer l'intérim jusqu'à l'élection du nouveau président. Donc je viens vous dire que nous sommes dans le régime démocratique où c'est la majorité qui doit décider, et la majorité a déjà décidé du départ de Godin Poyi. Il n'y a pas autre chose à faire. Même la décision de la justice ne peut pas imposer à l'Assemblée
Vous avez suivi le député provincial Sami Kalonji qui a donné cette jurisprudence, estimant que c'est la décision politique qui prendra le dessus de la décision judiciaire. Je vous donne la parole, M. Faustin Chimanga, pour réagir par rapport à l'intervention de Jo Maïlé, et puis on va passer à un autre sujet. Ben voilà, tout à l'heure, il n'y a même pas lieu de réagir comme tel, mais c'est juste dire à mon co-débatteur de ne pas désorienter le propos. Les Congolais sont sérieux, il faut être sérieux avec eux. C'est comme ça que nous, de l'opposition, qui sommes sérieux avec les Congolais, nous sommes en train de continuer dans les processus. Nous sommes aussi sérieux dans la volonté de pouvoir avoir des élections crédibles, apaisées et démocratiques. Nous sommes sérieux dans ça. Et ça veut dire que tout celui qui est dans cette optique-là est sérieux. Et nous sommes sérieux dans nos convictions. Nous sommes sérieux dans ce que nous présentons. Nous sommes sérieux avec notre projet de société. Et voilà, c'est ça le sens du sérieux dont on parle ici. Nous ne sommes pas sérieux dans la bêtise, nous sommes sérieux dans les idées. Très bien. Voilà. Merci. On va prendre un autre sujet. Projet de développement des 145 territoires. Le bâtiment, les immeubles naissent sur toute l'étendue de la RDC à une très grande vitesse. On va prendre ces reportages que nous propose Jocelyn Pouy depuis les Kasaï centrales. C'est dans ces conditions que les Congolais de cette partie du pays bénéficient des soins médicaux. Ils ont vécu ainsi depuis des lustres. Mais aujourd'hui, grâce au programme de développement local à la base des 145 territoires initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le centre de santé Lubudi est modernisé. Ainsi, ces riverains auront désormais droit à des soins médicaux appropriés et dans de très bonnes conditions. Chef de l'État Sali, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour Outana Botamana Natikalo Mona Boete. Et Betama a 18 ans. Ya Boizela Rate. Ba maman basi na biso bando lala, babando botananda wa bisobe. Donc ima yambu les autres angela bango. Mukalengo fachi beton to divika to kwele to asake jilo abunyi ba manzan tent. Balo ba ubika le mutu ambulisha. Be abunyi bikole balo to ba situ divika to feti chibamba lu chimpe cha bukole ba mubiji. Tudi tuela président wet Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi toi sakijila bwa bwala bwa kumpala bwa jimu tenzela bwa centre de santé. Tutu musakijila bya buni. Toto alijila président wet fachi beton toi sakijila bya bwa chintu chijimu tenzelechi toto mwele toi sakijila manzan tenta. Cet ouvrage construit en matériaux durables par l'agence locale d'exécution missionnaire dominicaine des Rosaires MDR sous la supervision du Bureau central des coordinations BCECO dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires comprend un bâtiment de 13 pièces qui abriteront différents services dans ces centres de santé, une installation sanitaire et un bâtiment administratif. Signalons par ailleurs que ces nouveaux bâtiments du centre de santé Lubudi est éclairé par l'énergie solaire. Venons sur ce plateau avec M. Faustin Chimanga et Jo Maïlé. Voilà le projet de développement des 145 territoires avec le bureau de coordination BCECO. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut pérenniser ces acquis sans y mettre un cachet politique? Comment pérenniser ces grands projets, ces gigantesques projets des 145 territoires? Je commence avec vous, Jo Maïlé. Je pense que ça... Il ne faudrait pas dissocier ces projets dans une dimension politique, parce que les personnes qui l'ont amorcé sont des politiques. Très bien. Je pense seulement qu'il faudrait les mettre dans une judiciaire communautaire pour que toute la communauté congolaise qui est ici puisse en jouir. Mais avant que je puisse donner une certaine appréciation, cette question m'a été aussi posée dans différents médias aujourd'hui, mais je vais donner une certaine statistique des faits. C'est pas un projet qui est platonique, non plus un projet illusoire, mais c'est un projet des faits qui se réalise. Actuellement, ça se réalise déjà. Les grandes constructions sont dans 8 provinces, entre les Tanganyika, les Chwapa, Mongala, Sankuru, Maniema, Chwapa et Kasaï. Nous avons déjà 764 infrastructures. Dans les 764, il y a 286 centres de santé, 424 écoles primaires construites et 54 bâtiments administratifs.
Je pense que ces projets ont été initiés dans la logique de pouvoir combler les inégalités. Vous savez, aujourd'hui, la ville de Kinshasa, plusieurs personnes déplorent, vit un fléau, le fléau de l'exode rural. Ça signifie ces déplacements en masse de l'intérieur vers la ville de Kinshasa. Pourquoi? Parce que ces personnes viennent chercher une vie meilleure, viennent découvrir des choses qu'ils n'ont pas. Alors, le président Félix-Antoine Tshisekedi et son staff, on peut penser à ce qu'on puisse reproduire la ville de Kinshasa, mais dans les plus bas de coins, dans les territorialités, dans les secteurs les plus reculés. Alors, cela permettra à ce que les déplacements massifs des différentes populations puissent terminer. Cela permettra à ce qu'on puisse avoir un développement linéaire. Vous savez, aujourd'hui, avec la caisse des péréquations, une certaine logique, c'est que on peut pallier à une instabilité d'une région quelconque par rapport à cette caisse de péréquation. Alors, le projet aussi des 145 territoires va dans cette dynamique de pouvoir permettre à ce que, au-delà de ce que Kinshasa a, que les autres provinces puissent bénéficier de cela. Les autres provinces puissent aussi en bénéficier. Et je pense que c'est une idée qui est novice, hein, parce que ça n'a pas existé dans les années antérieures. Souffrez que je puisse toujours comparer la gestion d'hier et la gestion d'aujourd'hui. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les systèmes politiques comparés, les systèmes administratifs comparés, et nous devons toujours comparer des droits comparés aussi. Voilà, des droits comparés. Nous devons toujours comparer les deux gestions, surtout que M. Kabila a été institution primaire de ce pays, M. Tshisekedi aussi est institution primaire. Nous devons comparer. Et je pense que nous devons aller dans la logique de parachever ces acquis. Au-delà de parachever ces acquis, je vais m'asseoir sur la question que vous m'aviez posée. Comment faire pour garder ces acquis? Très bien. Alors, je pense que je vais répondre à cette question en empruntant le même chemin que j'ai pu emprunter lorsque vous m'avez posé pour la question de la francophonie. Il faudrait développer des institutions spécifiques, des entretiens et des maintiens. Parce que dans cette dynamique, quand il y a une institution qui a pour mission appropriée de pouvoir entretenir et maintenir, vous allez comprendre que le travail sera bien fait. Mais lorsque ces bâtiments, ces infrastructures sont sous tutelle d'un ministère quelconque, le ministère est vaste. Le ministère a plusieurs départements. Le ministère a plusieurs travails. Au-delà du leadership, il faudrait que ces institutions-là soient appropriées. Ces institutions-là soient uniquement pour faire ce travail. De deux, je vais encore dans la même logique, il faudrait une politique de vulgarisation morale afin de permettre aux personnes de faire bon usage et de garder toujours ces instances propres. C'est dans cette dynamique-là où on peut mieux faire les choses. Nous avons posé la question à M. Barclay Matouzebi. Il est au cadre du parti politique Génération 4 par rapport à la façon, à la manière de pérenniser le projet de développement des 145 territoires, et cet homme, ce technicien en développement rural, s'est prononcé et suivez-les. La population a le devoir de s'approprier les acquis et les défendre. Parce que généralement, nous pouvons par exemple voir qu'il y a la construction des centres de santé, des bâtiments administratifs, mais après l'inauguration, après la mise en service de ces bâtiments, généralement la population ne s'en approprie pas. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un programme de suivi, de sensibilisation pour que cela se fasse. Il faut que, je pense, le ministère ayant en charge la citoyenneté doit se charger de cette question. L'appropriation des acquis de la République et leur défense doit être un devoir citoyen et patriotique pour chaque peuple de notre nation, pour chaque habitant, chaque Congolais. Nous devons nous approprier ces acquis, les bâtiments, les routes. Quelle utilisation avons-nous de ces infrastructures? Comment est-ce que nous pouvons faire pour les entretenir? Quel mécanisme mettre en place? Il y a quand même des institutions qui doivent suivre cela, parce que la population ne peut pas seulement se contenter de se réjouir pour l'inauguration. Non, mais elle doit aussi être le gardien de ses acquis. Mais si seulement notre population s'appropriait les acquis du programme des 145 territoires, je pense réellement que ces acquis, ces bâtiments, toutes ces œuvres qui sont en construction pourront se permettre.
Monsieur Faustin Chimanga, le projet de développement de 145 territoires, un projet qui permet le développement à la base. C'est que les Congolais de Maïndombe ne vont pas envier Kinshasa parce qu'ils ont les mêmes avantages, les mêmes infrastructures que Kinshasa. Comment pérenniser? Monsieur Barclay a répondu à cette question. À votre avis, comment on peut mettre la population en contribution afin qu'elle se comporte de façon citoyenne? Mais en fait, on ne prévoit pas un projet pour mettre en contribution la population en aval si en amont il n'a pas été préparé. C'est ça l'essence du projet même. Les projets, quand il est en étude, on les fait avec le concours de la population aussi, parce que c'est censé pouvoir permettre à ce que la population s'approprie du projet même avant l'achèvement de certains plans de ces projets-là. Okay. Vous comprenez là qu'il ne faudrait pas qu'on se dise pourquoi les peuples ne s'approprient pas. Il faut penser à comment les projets vont être reçus par la population, même avant que les projets puissent être amorcés. Nous, on se pose des questions sur les fameux projets de 145 territoires. Très bien. Aujourd'hui, à la veille des élections, on voit qu'il y a des journalistes qui sont dépêchés sur place pour filmer 2, 3, 4 maisons et nous dire qu'on a réussi à pouvoir permettre à ce qu'il y ait ces projets-là. Les projets 145 territoires, si on croit les chiffres qui sont présentés, pouvaient coûter près d'1,5 milliard. Vous comprenez? Très bien. On aimerait qu'aujourd'hui, quinquennat finissant, qu'on puisse faire l'audit sérieuse de ces projets-là. Nous dire 145 territoires, on en est où? Ce n'est pas... Le Congo est au niveau où il ne faudrait pas venir parler aux Congolais comme si c'est des enfants. Il faut nous montrer, il y a des chiffres, il y a eu l'audit sérieuse, il y a eu ceci, il y a eu cela. Comme ça, on sait que le projet devait coûter 1 milliard. Autant de milliards ont été dépensés, autant de millions ont été dépensés, ça produit ceci, et les choses qui sont dans les fonds, il faut expliquer, il ne faut pas dire qu'il faudrait que la population puisse s'approprier. On peut bien s'approprier un bâtiment, mais un bâtiment qui devait coûter 1 million, et si on voit les résultats sur le terrain, c'est un bâtiment qui n'est même pas de nouveau. Vous comprenez qu'il y a des questions qui se posent. Aujourd'hui, on ne peut pas se contenter que des images. Il faut que le gouvernement puisse être assez courageux pour nous présenter les chiffres. Combien ça devait coûter? Combien a été présenté? Combien a été dépensé? C'est ce Congo-là que nous voulons. Ce n'est pas un Congo où on vient nous vendre juste les images pour dire, bon, ok, il y a les actions, on met la population congolaise en scène pour dire non, on remercie les chefs de l'État. Non, mais à chaque fois, on ne devrait pas remercier les chefs de l'État pour chaque action. Il est censé, c'est son travail. Il ne faudrait pas qu'on dise merci comme s'il nous a donné un cadeau. Nous sommes contributeurs, nous avons contribué pour que le président puisse dépenser l'argent de construire les maisons et autres dans de ces projets-là. Il ne faudrait pas à tout va dire merci comme s'il nous donnait avec l'argent qui est de sa poche. Non, c'est l'argent des Congolais. On l'a confié un mandat selon les décisions qui ont été promulguées aussi par la CENI et autres, de pouvoir, vous vous rappelez, 2018, c'est lui qui a gagné les élections. Les Congolais, à cette époque-là, l'ont voté sous l'effet de l'effervescence de l'Union dite sacrée, et l'ancien de l'Union dite sacrée, c'est le FCC Cash. Vous comprenez là qu'aujourd'hui, on a la preuve de mauvais choix qui ont été faits. Et quand on nous vend les 145 territoires aujourd'hui, à la veille des élections, c'est justement une propagande qui ne dit pas son nom. Nous voulons qu'ils puissent sortir de la même façon qu'on demande les rapports chiffrés de l'organisation de la francophonie. Parce que, croyez-moi, si on creuse dans cette histoire-là, il y a eu des tournements à un niveau où on commence à sentir, les dollars remontent. On est à 24 aujourd'hui. Vous comprenez qu'il y a eu un maquillage aujourd'hui, le maquillage a coulé. On a la réalité en face. Nous sommes en train de chuter, il nous reste 10 minutes, nous renseigne la régie. Mais ces 10 minutes, on va les consommer utilement avec un dernier sujet qui a défrayé la chronique. Restaurer la sécurité, augmenter les budgets à 18 milliards de dollars, déployer le parc agro-industriel partout en RDC, améliorer la gouvernance des ressources naturelles. C'est le contenu d'un gigantesque document qui est prénommé Programme de Matata Mponyo pour la bonne gouvernance. Avant d'aller très loin, Scoop RDC titre avec Inonsa Olenga, Programme de bonne gouvernance de la RDC d'Augustin Matata Mponyo, rien que de la démagogie scribo-pharisienne. Ce projet, il est gigantesque. Je commence avec vous, M. Faustin Chimanga. Première question. Innocent Olenga estime
que ça aurait été un très bon document à lire si son initiateur n'avait pas dirigé le gouvernement pendant 4 ans à l'époque de Kabila. Ben, je suis certain qu'il est capable de pouvoir réfléchir plus que ça. Très sérieusement, et je pense qu'il n'a pas lu le projet. Non, il a lu. Il a lu. Ben, Oliva l'a lu. Il a fait des critiques par rapport à ce projet. S'il devrait prendre la parole pour exprimer son opinion dans ces sens-là, c'est quand même dangereux pour la République. Vous savez, dans ce pays, il faut faire confiance aux Congolais. Et faire confiance aux Congolais, c'est arriver à comprendre que les Congolais ne sont plus dupes. Les Congolais sont intelligents. Il ne faut pas infantiliser le peuple congolais. Le peuple congolais aujourd'hui vit avec les acquis de Matata Ponyo. Oui, Matata Ponyo a gouverné le pays. Il a gouverné, il était Premier ministre, il était ministre des Finances, il était directeur du BCECO. Oui, Matata Ponyo a gouverné. Oui, Matata Ponyo a créé Transco. Oui, Matata Ponyo a créé l'ENA. Oui, Matata Ponyo a créé l'autorité de régulation des assurances. Oui, Matata Ponyo a créé Esprit de Vie. Oui, Matata Ponyo a créé Congo Airways. Mais pourquoi ça, on n'en parle pas? Et aujourd'hui, si le Congo tient debout, c'est justement parce que Matata Ponyo a été Premier ministre. C'est comme ça qu'aujourd'hui, puisqu'il a la décision et l'ambition de gouverner ce pays, il est sérieux avec les Congolais et il présente un programme qui est titré « Renouer avec notre destin de grandeur ». Très bien, on peut le montrer à la caméra. Ben voilà, renouer avec notre destin de grandeur. Avec notre destin de grandeur. Voilà. Matata Ponyo. Pourquoi renouer avec notre destin de grandeur? C'est parce que le Congo est grand. Vous avez dit que le document était gigantesque. Ce n'est pas pour faire la caricature. 54 pages, au bout de quelques heures, vous l'aurez fini. Certains parlent de 52 pages. Ouais, mais bien sûr, 54 si vous prenez la couverture aussi. Très bien. Ça compte. Donc, vous comprenez là que ces documents est mis à disposition des Congolais pour justement voter les idées. On ne vote pas l'individu Matata, on vote les idées de Matata. Et aujourd'hui, il y a comme une forme de caricature et une volonté de pouvoir attacher la chemise blanche de Matata Ponyo. Matata Ponyo est parmi les brillants esprits du Congo. Est-ce que cette chemise est-elle toujours blanche? Parce que Innocent Olenga s'interroge, quelle nouveauté offre-t-il ces documents dans son programme présenté au peuple congolais, lui qui est, Matata Ponyo, poursuivi pour la débâcle du parc agro-industriel de Bukangalozo? Mais vous savez, je suis étonné s'il lui dit qu'il a lu les documents. Parce qu'il procédait avec des questionnements pour mener les flous sur l'opinion publique, c'est dangereux. Il ne faut pas manipuler l'opinion publique. Les Congolais ne sont pas des enfants. Mais il affirme que c'est sous Matata Ponyo que nous avons qui est né le 23. Sous Matata Ponyo, en fait, je crois que je vais lui donner quand même un cours d'histoire. Avec la déclaration de Nairobi 2013. Permettez-moi, quand Matata Ponyo était Premier ministre, on ne parlait plus de M23. Et c'est parmi les rares Congolais qui pensent que c'est pendant que Matata Ponyo était là qu'il est né le M23. Le M23 a été défait. Matata Ponyo nous a légué de groupes armés. Mais Matata Ponyo n'avait pas laissé le M23. Matata Ponyo n'a pas laissé le M23. Matata Ponyo est parti en 2016 et il n'y avait plus d'M23. M23 est revenu beaucoup plus tard. Vous comprenez? Quand les premiers ministres proches de l'UDPS se sont succédés, vous comprenez, il ne faudrait pas désorienter l'opinion sur les questions essentielles. Parlons du programme. Et si le monsieur qui a pondu cet article, il s'appelle Innocent Olenga, que je ne recommande pas à lire parce que je pense que c'est de la propagande. Non, mais c'est vous qui le dites. Mais je pense que c'est de la propagande. Il devrait, en tant que journaliste, s'il est journaliste bien sûr, qu'il puisse faire quoi? Déceler le programme. Dire que tel programme, sur telle ligne, ça ne va pas, les chiffres ne collent pas, comparé à ce qui est aujourd'hui. C'est ça les débats qu'on veut. On ne veut pas les débats comme sur les réseaux sociaux. Il faut être sérieux. Je disais tout à l'heure que Matata Ponyo était sérieux avec les Congolais. C'est ça les documents. C'est inédit. À 5 mois des élections ou à 6 mois des élections, le programme est là. Le programme du candidat Matata est disponible. Aujourd'hui, on devrait aussi chiffre contre chiffre, présenter le programme, dire qu'il y a eu tel bilan. S'il y a des dénonciations gratuites, dire qu'il y a eu celui qui a géré Bukangalozo n'était pas géré par Matata Ponyo. Très bien. Et si il ne sait pas ça, ça veut dire qu'il ne connaît même pas ce qu'il est. Très bien. Souffrez que je passe d'une dernière question que j'ai lue sur Scoop RDC par cette anecdote. On a semé du maïs, on a récolté l'université à Kindu. Alors la question est que si l'IGF avait fonctionné correctement sous Matata Ponyo, comme aujourd'hui,
Il est évident que l'homme à la cravate rouge n'aurait jamais quitté la primature par la grande porte. Mais vous allez me dire que là, c'est pas de la propagande. Il est journaliste. Mais il s'interroge. Mais en fait, Scoop RDC s'interroge sur la débâcle du parc agro-industriel de Boukangalonzo et d'autres questions qui se trament dans la JBC. J'aimerais que l'objectivité voudrait qu'on puisse voir les sensibilités d'opinion. On ne peut pas sur le même sujet prendre un seul média. Il faut diversifier le média. C'est comme ça qu'il faudrait. Il y a des médias qui sont acquis au pouvoir, on le sait. C'est-à-dire que quand ils racontent que si les GF avaient bien fonctionné. Très bien. Comme à cette époque. Mais avec. Mais écoutez, on est très sérieux. Avec les si, on peut mettre cette table dans la bouteille. Vous comprenez qu'il ne faudrait pas qu'on puisse caricaturer. Depuis qu'il a commencé son article, j'aurais bien voulu qu'il puisse critiquer dans le fond. Mais vous l'avez lu? Non, mais qu'il puisse critiquer dans le fond. Dans tout l'article, il n'y a pas de fond. Matata Ponyo présente un programme qui est chiffré à 18 milliards. Aujourd'hui, vous savez autour de quel budget on nous a dit. On est dans 16 milliards de promesses. Vous comprenez? C'est-à-dire que 18 milliards sont chiffrés. Et Matata Ponyo, dans son programme, que je recommande aux Congolais de lire et de s'imprégner, vous allez remarquer que le programme de Matata Ponyo, au bout de 4 ans, va être chiffré à 90 milliards. Ça veut dire que chaque année, 18 milliards. Comment les Congolais vont se poser la question, comment on va pouvoir obtenir les 18 milliards? La pression fiscale, booster l'économie interne, c'est comme ça qu'il y a parmi les priorités stratégiques renouer avec notre destin industriel. Et c'est à ces niveaux-là qu'on dit qu'il faut déployer le parc agro-industriel à tous les niveaux. Les parcs agro-industriels, et je pense, pour aider notre cher ami journaliste, que le parc agro-industriel de Boukangalonzo, Matata élu président de la République, sera relancé. Est-ce que vous savez qu'en ce moment, il y a des matériaux neufs qui n'ont jamais été ouverts, qui se trouvent sur Boukangalonzo, les sites. Et je recommanderais aux journalistes de faire le travail, aller visiter ces sites. Et si on devait auditer les projets, faire un état des lieux de ce projet, on va se rendre compte qu'il suffisait juste que l'État congolais continue à financer, comme il devait continuer à les financer, parce que le financement de l'État congolais, c'était qu'à la première phase. Nous sommes en train de les ministres de la culture de l'époque voulaient relancer ces projets, on l'a interdit. Très bien. Mais vous comprenez que... Merci M. Faustin Chimanga. Nous sommes obligés de chuter par ici. Donc je pose une dernière question à M. Jojo Mayele pour finir. Renouer avec notre destin des grandeurs. C'est ces gigantesques documents. Pourquoi vous l'appelez gigantesque? Vous allez faire peur aux Congolais qui même pas. Non, mais il faut 52 pages avec des chapitres pertinents, restaurer la sécurité, le budget, et je crois que c'est à mon humble avis, je crois que c'est un document qu'il faille lire pour des raisons d'analyse, ça dépend de l'utilité. Je reviens vers vous, M. Jojo Mayele. Renouer avec notre destin des grandeurs. Voilà le programme que propose pour une société que propose M. Matata Ponyo, qui a encore de tracas avec la justice. Quelle est votre lecture en tant que politologue, analyste politique? Je pense que dans ma lexique, je vais commencer par redéfinir les choses. Très bien. Je dirais que c'est un projet de société. Ça sera votre dernière prise de parole. Je dirais que c'est un projet de société que M. Matata Ponyo. Pouvez-vous tirer le micro vers vous, s'il vous plaît? Que M. Matata Ponyo. Très bien. Je m'exclus aller dans la logique de dire que c'est un programme. Je m'exclus dans ça parce que dans un programme, on va définir autre chose. Alors, mon frère a été très minimaliste lorsqu'il parle du programme 145 territoires. Il dit 2, 3, 4 maisons. Or, j'ai essayé de citer les chiffres. Vous avez chiffré, oui. J'ai chiffré, j'ai été dans les statistiques, mais je comprends qu'au nom de ces clivages politiques, il a toujours cet esprit de tout nier. Je comprends. Alors, ici, lorsque Matata Ponyo rédige son programme, son projet de société, excusez-moi, il exclut les indicateurs politiques. Pour lui, il pense que... Vous l'avez lu? Oh là là. Mais je l'ai lu, je l'ai sur PDF. Je l'ai lu. Il exclut les indicateurs politiques. Qu'est-ce que j'ai dit par là? Vous savez, il y a toujours une gymnastique pour matérialiser son projet de société qui va se transformer en un programme lorsque on est président de la République. Matata Ponyo, pour lui, il va dormir et se réveiller président de la République. Mais posons-nous une question. Par rapport à tout ce qu'il a écrit dans son bouquin, si aujourd'hui, dans un Congo platonique, Matata Ponyo devenait président de la République,
et qui n'avaient pas la majorité parlementaire. Comment est-ce que ces bouquins auraient force de se matérialiser? Entre guillemets. Alors, Matata Ponyo essaye de vendre une certaine illusion congolaise. Je pense que c'est un très beau bouquin qui est bien écrit avec des principes de grammaire respectés. Je ne peux pas nier la dose intellectuelle qui est mise dans ces documents. Mais il ne faudrait pas masquer la population congolaise, comme mon frère l'a dit lui-même, maquiller certaines choses. Matata Ponyo a été gestionnaire dans ces pays. Et je pense que mon frère a fait des éloges aussi positifs de M. Matata Ponyo lorsqu'il dit qu'il a travaillé à la BCECO, il nous a légué. Mais je pense, dans une dynamique constitutionnelle, lorsque vous lisez l'article 36 alinéa 3, on vous dit que tout Congolais a le droit et le devoir de participer à la construction de son pays et à la prospérité de la République démocratique du Congo. Dans cette dynamique, Matata Ponyo étant tout Congolais et puis étant autorité à l'époque, avait ces devoirs-là de participer à la reconstruction du pays par son travail. Donc ce ne sont pas des faits novices qu'il faudrait venir nous planter ici sur le plateau. Parce que M. Félix Antoine Tshisekedi, lorsque la population les remercie, mon frère est en train de tout contredire. Alors je pense que nous sommes pas dans une période propagandiste, et je pense que le moment viendra où vous allez scripter où j'ai lu les 54 pages. Le moment viendra où mon frère, étant que communicateur de M. Matata, vendra l'image de son Congo matatatisé par rapport à ses projets. Voilà. La seule chose que nous pourrions dire, nous vous donnons de très bonnes chances. Je pense que n'oubliez pas les facteurs sociologiques en République démocratique du Congo qui prévaut aux élections. Il ne faudrait pas oublier, parce que lorsque M. Matata Ponyo nous amène un bon bouquin où il y a sa face, en très belle cravate rouge, je pense que dans son laboratoire politique, il a déjà réfléchi comment est-ce qu'il doit gagner les élections dans l'approche sociologique, parce que les élections au Congo a une dimension sociologique. Vous voulez dire, sans le dire, que les Congolais ne lisent pas? Non, ce sont des faits qui sont réels. Je dis ceci, il y a la préséance ou la prédominance de la question sociologique, et puis il y a la question idéologique qui suit. Donc je pense que c'est une bonne chose. Très bien. Mais rendez-vous au mois de septembre. Merci. Lorsque nous allons faire la propagande. Rendez-vous au moins opportun pour faire la propagande. Merci beaucoup à Faustin Tibanga pour nous avoir honoré de votre présence. Merci à Elio Mayele pour votre présence. Mesdames et messieurs, je vous fixe rendez-vous au prochain rendez-vous de l'actualité. Merci et prenez soin de vous. J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé, l'enseignement, pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur 74+.